Bonjour à tous, lundi 26 novembre, on se rapproche doucement mais sûrement de Noël. Noël dont on va parler beaucoup dans cette émission avec au programme aujourd'hui Nathalie qui va nous parler du Noël des animaux, le Noël de Toutou, le week-end de l'adoption. On va en accueillir un sur ce plateau qui cherche une maison, un foyer d'accueil. N'hésitez pas à rester avec nous pour essayer de comprendre un petit peu en quoi consiste cette belle et généreuse opération. Ensuite, dans cette émission, on va vous présenter CSC2E. C'est une entreprise qui recrute en ce moment dans l'économie verte. On va vous la présenter dans un instant et on va vous expliquer comment Pôle emploi accompagne le recrutement justement de cette entreprise. Vous allez voir qui est tournée vers l'avenir et vers les économies d'énergie. Et puis on terminera cette émission avec Noël. Je vous le disais, ça apparaît à l'écran. Regardez le guide des marchés de Noël de toute la région des Hauts-de-France. Il y en a partout. Il y a des très belles images. Celui d'Amiens a commencé, celui d'Arras, celui de Lille. Partout, ça débute ces marchés de Noël. Et on est bien content parce que ça réchauffe le cœur, tout ça à l'approche de l'hiver. La caméra extérieure, aujourd'hui, on est à Lille en direct avec tadam, Emmanuel. Et là, Emmanuel, derrière, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Pourtant, ce sont des grains de café. J'imagine l'odeur qu'il y a derrière vous. Bonjour Manu. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Bah oui, ça sent super bon. On est dans l'usine de torréfaction Café Méo à Lille, implantée ici depuis 1984, ça fait 90 ans d'existence de cette entreprise. Derrière moi, les sacs de café vert, on va regarder ce que c'est à l'intérieur. On va vous montrer la torréfaction, puis on va parler de l'histoire de cette entreprise en compagnie de Gérard Méoxon, le directeur général de Café Méo. A tout de suite Thibaut. A tout de suite avec Jean-Marie Barfetti derrière la caméra. On se retrouve dans un instant donc en direct chez ce torréfacteur où on imagine la bonne odeur qui doit régner là-bas ce matin. La météo de ce lundi, ce début de semaine, quel week-end compliqué on a eu. Il y a eu du vent, il y a eu du froid, il y a eu de la flotte et il n'y a pas d'autre mot. C'est la même chose aujourd'hui, il pleut sur l'ensemble des Hauts-de-France. Vous le voyez, ce matin c'était des petites bruines ici et là et ça devrait se généraliser cet après-midi en pluie tout au long de la journée ainsi que sur toute la région. Il y en a pour absolument tout le monde. Vent du nord, gla-gla, à 10 degrés, regardez, du coup des températures encore fraîches, hein, comme la semaine dernière finalement, mais très homogènes, entre 6 et 8 degrés sur l'ensemble de la région. Une météo pas folichonne. Voilà, Anne-Sophie est avec nous, évidemment, comme tous les matins, et on est content de l'avoir avec nous. Hello Anne-So. Bonjour Thibaut, ça va bien? Photo de Noël, photo d'hiver, photo des premiers flocons de neige peut-être, flocons de sapin j'allais dire, photo de sapin, enfin tout ça quoi. J'ai un peu de tout en stock, si vous me permettez. Donc, tout d'abord, je voulais saluer nos téléspectateurs qui ont été très nombreux encore ce matin à nous poster des photos, mais de manière très égoïste, je vais commencer par la mienne. Voilà. Ah bah bravo. Regardez, voilà ce qui m'arrive le matin quand je viens vous rejoindre pour l'émission. Je rentre sur l'autoroute, j'ai même pas fait 2 km, il m'en reste 18 et je suis déjà à l'arrêt, voyez-vous. Voilà, donc je mets 1h20 pour venir, pour faire 20 bornes, il faut le faire quand même. Voilà. Non, c'était juste pour vous montrer le ciel qui est tout gris et puis voilà, les bouchons, je pense que c'est associé aux quelques pluies qui tombent ici et là. Allez, maintenant d'autres photos envoyées par nos téléspectateurs et c'est Daniel. Daniel qui dit « J'ai un pigeon ramier qui vient manger des petites graines et il se demande s'il y a un langage chez les oiseaux. Je vais y arriver. Parce qu'il me dit il y a les petits moineaux qui viennent en premier et quand les petits moineaux s'en vont, les pigeons arrivent ensuite. Et bien, ils doivent se passer le flambeau. Direction Brenouille maintenant avec des photos de Michel. Voilà, Brenouille. Alors, vous savez certainement, on en a déjà parlé, qu'il y a une exposition jusqu'au 27 décembre, les crèches de nos villages. Mais ce samedi soir, eh bien, nous avons rencontré à Brenouille la Fée Lumière dans le cadre du marché de Noël de la ville de Brenouille. Et voilà donc l'église de cette commune. Très jolie petite église. Direction maintenant, eh bien, Odile, le parc du Marcanterre à Saint-Quentin, où elle a rencontré ce week-end une bernache nonnette. Regardez, elle est incroyable, hein. Moi je trouve il est très très joli cet oiseau. Alors j'aime bien parce que grâce à nos téléspectateurs, j'apprends les noms de la faune et ça c'est magnifique. François à Godvarsveld me dit le ciel est tout gris et humide, j'ai pas envie de sortir de chez moi, mais malheureusement il y a le boulot. François, faut bien y aller. Et puis on continue avec 2 photos de Julien. La première, c'est le parc d'Hélicourt à Ham, avec de très jolies couleurs automnales. Et puis, regardez cette petite photo. C'est un petit chevreuil de l'année, parce qu'il dit on voit les bois qui commencent à sortir sur le dessus de la tête. Donc, c'est un bébé chevreuil, hein, c'est encore un petit loulou. Et puis, Reynald nous a envoyé une photo du Cap Blanc-Nez. Reynald qui nous dit « J'habitais lorsque j'étais jeune à quelques
maître à vol d'oiseau de l'usine Méo. Et je sentais quand le vent emportait les bonnes odeurs de café chez moi. Méo qui est au travail tous les matins dans le bureau d'Alice. Voilà Thibaut. Et Méo qui va régaler tout de suite et qui va nous régaler Manu. Merci Alice pour cette photo réactive en direct. On est content d'aller retrouver Manu tout de suite à Lille puisqu'on est chez un torréfacteur. Et n'hésitez pas à rester avec nous. Dans un instant, on va parler du week-end de l'adoption pour les toutous qui ont besoin d'une nouvelle famille. Donc restez bien avec nous et n'hésitez pas à envoyer vos témoignages aussi sur l'adresse 9h50hdf@francetv.fr. Si elle apparaît quelque part, elle n'apparaît pas, tant pis. Direction Lille, on va retrouver Manu. Lille en direct avec vous Manu, on est au cœur de chez ce torréfacteur finalement et on va découvrir plein de choses avec vous ce matin. Eh ben, je l'espère Thibaut. Pour le moment, on est là où il y a le stock. Je suis en compagnie de Gérard Méoxon. Alors, bonjour, Méo, bienvenue au Café Méo. Merci beaucoup, monsieur. Méo, c'est l'abréviation de Méoxon, hein, c'est ça. La contraction du nom patronymique de mon père et mon oncle qui ont fondé l'entreprise il y a 90 ans maintenant. Alors, justement, je voulais qu'on parlait en fait de ce qu'on voit autour de nous, mais vous évoquez l'histoire, donc on y va, on parle de l'histoire. Il y a 90 ans, c'est votre père et votre oncle qui sont arrivés de Belgique, ils venaient de Belgique, c'est ça? C'est ça, ils étaient réfugiés de la guerre 14 et puis ensuite, ils ont commencé à travailler dans la vente de produits, ils ont été faire des marchés, ouvert des boutiques, du café et des produits laitiers autrefois, et puis ensuite ils se sont concentrés sur le café pour l'importer directement, le torréfier, et que cela devienne leur produit principal. Alors, qu'est-ce que filme Jean-Marie là? Il y a plein de... Alors, il y a quelle quantité de café ici? Ici, il y a à peu près 3 semaines de stock de café pour notre utilisation. Ce sont des cafés qui viennent du monde entier, principalement la zone, bien sûr, les zones tropicales. Mais il y a plus de 80 sortes de cafés différents dans l'entrepôt. Plusieurs cafés du Brésil, plusieurs cafés d'Amérique centrale, etc. Tous ces cafés, évidemment, nous servent à composer nos assemblages. Alors, c'est quoi un assemblage? Alors, un assemblage, c'est justement la conjonction de plusieurs qualités de café pour essayer d'avoir un produit qui corresponde au goût d'un consommateur. Imaginez, vous aimez le café corsé, par exemple. Oui. Donc, on va assembler plusieurs cafés corsés pour que vous ayez vraiment cette sensation. D'autres préféreront un café plus doux, plus aromatique. Et donc, c'est l'utilisation de ces différents produits qui va permettre cet équilibre. Également, le café est un produit agricole. C'est une graine qui est cultivée, qui est récoltée. Sa saveur peut varier au fil du temps, au fil des récoltes. Et c'est cet assemblage qui va permettre d'en conserver la constance du goût. Et donc, c'est un travail important que réalisent tous les torréfacteurs, de manière à avoir cette constance de la tasse. Vous parliez de café corsé. Est-ce que ce sont les Robusta? C'est quoi la différence entre Robusta et Arabica? Alors, le Robusta et l'Arabica, ce sont les 2 variétés botaniques principales. Il en existe de nombreuses autres, mais ce sont les 2 principales. Le Robusta est plutôt cultivé en plaine, sur des altitudes qui ne dépassent pas 600 mètres. Il est plus robuste, comme son nom l'indique, à la culture, mais plus aussi dans la tasse. Plus d'amertume, plus de corps et un peu moins de finesse. L'Arabica, c'est celui qui a la palette aromatique la plus grande. Il est cultivé en altitude, jusqu'à 1500, 1600 mètres sur des collines. Et c'est là où vous trouverez les plus grands crus, les qualités les plus fines. Alors ce café, il vient, on a dit d'où il venait, mais il vient comment ici? C'est par conteneur, c'est par bateau? Oui. Il vient du Havre Voilà, évidemment, vous voyez, ce sont des sacs importants, des quantités importantes. Donc ils arrivent en container sur des navires et ils arrivent principalement dans les grands ports, Le Havre, bien sûr, en France. Ici, nous faisons venir aussi beaucoup par Anvers, à cause de la proximité, qui est d'ailleurs le plus grand port européen pour le café. Ensuite, les cafés sont déchargés, sont contrôlés, entreposés et sont acheminés du port dans nos entrepôts par camion. D'accord, alors là on vient de filmer le café vert. La graine. La graine, c'est telle qu'il arrive. Ensuite il y a la torréfaction. La torréfaction, on va aller voir dans une seconde partie de reportage. Mais là je voulais qu'on voit comment on trie en fait le café vert avec cette machine qui s'appelle comment? Alors ici, le café que nous recevons a déjà été trié et sélectionné, mais nous allons améliorer encore ce processus. Ici, l'opérateur charge les sacs de café dans les trémies pour l'envoyer dans les silos où qui nous permettront de l'envoyer vers l'appareil de torréfaction.
Mais au préalable, le café va passer dans une nettoyeuse. C'est la machine que vous trouvez derrière La vous. machine bleue, La machine bleue et grise, c'est ça? Et Oui. cette nettoyeuse va permettre d'enlever les quelques impuretés qui pourraient rester dans le café, des poussières, des petites brindilles, voire une petite pierre de ci, de là, puisque je rappelle que le café est séché sur des aires cimentées dans les pays producteurs et donc il se peut que parfois on retrouve quelques impuretés. De toute Donc façon, nous- il n'y a pas de risque pour le consommateur parce que le café, il se boit, il est soluble, quoi. Il est... Oui, voilà, le café, vous ne le mangez pas, vous allez le filtrer, vous allez l'utiliser dans des machines. Mais évidemment, nous voulons garantir la qualité la plus parfaite possible à nos clients et donc enlever la moindre impureté qui pourrait se trouver dans le café, même si celle-ci ne serait pas préjudiciable, évidemment, pour en tout cas sa santé. Merci beaucoup, Gérard. On se retrouve dans quelques instants. Thibaut, on va aller dans la salle de torréfaction. À tout de suite. A tout de suite Manu, en direct dans quelques minutes. Il nous reste 39 minutes d'émission pour continuer à découvrir ce torréfacteur en direct à Lille ce matin. Nous aussi, on est en direct ici. Dans un instant, on va vous présenter Kiki. Kiki, c'est un tervuren qui ne demande qu'à être adopté, qui ne demande qu'une petite famille d'accueil. Vous allez voir, il est tout mignon sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Et il a un kiki, c'était ça l'idée. Ah d'accord, bon, d'accord. Vous avez compris le truc. En tout cas, c'est un mâle, donc. Voilà, c'était ça. Ok. Ensuite, on vous présentera SC2E. C'est une entreprise qui travaille dans l'économie verte, qui fait du diagnostic et de la proposition de solutions en matière énergétique. Elle recrute cette entreprise. Elle a aussi besoin de compétences et de personnel. Donc, on vous en parle dans un instant. On vous la présente pour vous donner peut-être envie d'y postuler. Et puis, on terminera avec Rémi Feuillette qui sera de retour sur ce plateau pour nous parler des guides des marchés de Noël. Il y en a plein dans la région. Les Hauts-de-France sont, après l'Alsace, la région la plus populaire en matière de marché de Noël. On verra ça, tout ça avec lui à la fin de cette émission. Bonjour mon petit Colt. Bonjour mon petit chéri. Tu as donc un kiki, tu es donc un mâle. C'est pour ça que je t'ai appelé Kiki tout à l'heure. C'est un tervuren qui ne demande qu'une famille d'adoption. Depuis vendredi, la SPA de Poulainville l'a récupéré. Et du coup, ça tombe bien parce que c'est le grand week-end de l'adoption le 8 et 9 décembre prochain. On va en parler dans un instant aussi avec Julie Morel de la SPA. Bonjour Julie, merci d'être là. Nathalie, c'est un moment important pour la SPA, ce genre de week-end. Hein. C'est un moment important parce que c'est vrai que c'est assez médiatisé, que le fait qu'il y ait beaucoup de monde d'un coup, les gens, ça les motive un petit peu aussi. Ils vont voir, on y va en famille parce que c'est féerique, c'est Noël. En face, vous avez un magasin qui vend des décos de Noël, donc voilà, ça attire. Et c'est vrai que on se dit pourquoi pas. Alors, moi, ce que je voulais... évidemment mettre en avant cette initiative parce que c'est important. Vous avez plein de gens qui veulent des animaux. C'est très bien d'avoir des chiots, c'est très bien d'avoir des chiens de race, mais vous avez des super toutous, plein d'amour à donner à la SPA. Et au moins, on connaît un peu, pas forcément leur parcours, mais au moins leur caractère. Le gros avantage de la SPA, c'est que les bénévoles ou les salariés qui y travaillent, ils travaillent avec ces animaux-là, donc ils ont le temps de les connaître et de vous dire, celui-là, il va convenir à telle ou telle personne. Donc, moi, je tenais donc à parler vraiment de ce week-end-là, du 8-9 décembre, dont on va reparler avec Julie, qui a eu la gentillesse de venir. Et je voulais aussi en profiter pour faire un point sur comment on adopte un chien ou on achète un chien. Parce que quand on veut prendre un chien, il y a des questions à se poser. D'accord. Alors, les questions à se poser, ça va être pourquoi je prends un chien ? D'accord ? Si c'est pour courir avec, si c'est pour le sortir partout, si c'est pour avoir un compagnon de câlin dans le canapé, on ne va pas prendre les mêmes chiens. Chaque chien a un gros chien, il va avoir besoin d'un peu plus d'activité physique. Vous avez des petits pépères, vous prenez des pékinois ou des types pékinois, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'à la SPA, vous allez avoir le lof, le chien de race, machin. Mais voilà, donc ça, par rapport aux critères qu'on a, ça joue. L'âge qu'on a, il faut aussi prévoir quand même que quand on est âgé, alors je ne donnerai pas d'âge pour vexer personne, mais quand on est âgé, il vaut mieux prendre peut-être un petit toutou aussi qui est au même, pas parce qu'il est vieux comme vous, mais parce qu'il a le même rythme de vie. C'est-à-dire qu'après, vous avez des gens qui, à 70 ans, sont hyper actifs, puis vous avez des gens à 50 ans, ils sont pépères. Donc, mais l'âge qu'on a, ça joue. Le mode de vie qu'on a, maison, appartement, ça joue aussi. Et on pense bien sûr les vacances. Quand je pars en vacances, si je ne peux pas emmener mon chien, il faut que je puisse le placer. Ça a un coût, ça demande une organisation. Donc tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et ensuite, on va adopter un petit toutou. Sachant que quand on adopte à la SPA, on fait un don. On n'achète pas un chien. Ça veut dire que c'est comme une voiture, vous le prenez en l'état. Parce que moi, j'ai pas mal de gens après qui reviennent et me disent, rendez compte, je l'ai acheté, il est malade. Non, vous faites une bonne action, vous faites plaisir à un animal, mais voilà, après, il est comme il est. Bien sûr. Voilà. On va aller le voir. Je vais le montrer avec ma petite caméra. Petit col. Regarde comme tu es beau. Avec ça, on va permettre de voir un petit peu à quoi il ressemble. Alors, quel caractère il a,
ce toutounet gentil? Alors, Colt, il est très très sociable, il s'entend avec les chiennes, les mâles il faut encore tester, il s'entend avec les chats, il a déjà vécu avec un chat, il est vraiment très équilibré, il a l'air propre parce que dès qu'on le sort de son box, il fait ses besoins à l'extérieur et rien dedans. Enfin, c'est vraiment le chien qui conviendrait à une personne peut-être âgée, calme, qui puisse finir... qui puisse lui permettre de finir sa vie tranquillement. Vas-y, 2 secondes pour te vendre là. Je suis Colt, je suis beau, gentil. Et j'aime tout le monde. Moi, pour l'avoir vu 5 minutes, il y a plein de monde qui est passé, il était très à l'aise. Donc c'est vrai que c'est important. Donc Julie, je voulais aussi que vous nous disiez concrètement, voilà, le week-end prochain, je vais là-bas, je veux un chien, je peux partir avec, ça se passe comment? Ouais. Alors le Noël des animaux, c'est organisé tous les ans par la SPA. Donc on veut bien insister que c'est pas un cadeau, c'est vraiment une adoption réfléchie. On veut juste faire un Noël des animaux pour permettre aux animaux de passer Noël dans une famille, mais toujours en parlant d'adoption responsable. Alors, les familles qui viennent ce week-end-là pourront repartir en effet avec un chien le jour même, ou un chat, ou un lapin, ou un cochon. Voilà, maintenant, on a un peu toutes les espèces. Donc, ils pourront repartir avec l'animal s'il est, comme on dit dans notre jargon, sortant, donc c'est-à-dire s'il est vacciné, stérilisé et identifié à jour. Donc, c'est important, je vous coupe juste à l'instant Julie, donc ils sont vaccinés, parfois il y a un rappel à faire, c'est normal, identifiés et stérilisés. Donc si vous voulez un chien pour faire de la reproduction, c'est pas la peine, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de rendre un chien heureux. Il est arrivé ce vendredi, petit pépère. Voilà, il est arrivé récemment. Il a besoin de vite retrouver une famille. Mais il a encore ses coucougnettes, donc il attendra un petit peu pour repartir. Comment ça ? La stérilisation correspond au retrait des... Oui, parce qu'il le sera... Kiki, coucougnettes, voilà, il faudra qu'il soit stérilisé avant d'être placé. Mais ça peut se faire rapidement. On voit quelques images de cette SPA. C'est vrai que ça nous donne toujours envie. C'est des animaux qui ont vécu souvent des choses pas drôles, des choses compliquées, qui ont été abandonnés. Ça a une âme, un animal. Donc évidemment, quand il se retrouve du jour au lendemain tout seul, c'est compliqué d'être face à cette détresse-là. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore à la SPA ? Est-ce que les gens sont un peu plus responsables par rapport aux abandons notamment ? Comment vous vivez la situation, vous ? Alors malheureusement, je pense que les abandons resteront toujours assez constants. Après, il y a des abandons qu'on peut comprendre. On n'est pas maître de notre vie. Il peut y avoir des situations critiques. Comme là, Colt, le monsieur se retrouve en soins palliatifs. Voilà, c'est pas de la faute du monsieur. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Après, il y a beaucoup de personnes encore malheureusement qui prennent des chiens sur les effets de mode. Et ça, en plus, les chiens qui sont à la mode sont parfois un peu compliqués parce qu'ils sont très intelligents. Et du coup, les gens n'arrivent pas à gérer. Donc, c'est pas mal ça, parce qu'ils sont très intelligents. Ou parce qu'ils ont un caractère un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a des races de mode qui vont... Vous avez le Border Collie par exemple, pour en parler, parce que c'est quand même un chien qui sort énormément, enfin tout le monde en veut. C'est des chiens qui ont besoin d'énormément d'activité physique. Donc quand on prend un chien, une certaine race, il faut savoir quand même que ça a des obligations, ça a des besoins. Donc, et quand ils les prennent et qu'on n'a pas compris ses besoins, anticipé ses besoins, on les abandonne. Et ça, c'est quand même très dur. Merci à toutes les deux. Un chien, un chat, un animal n'est pas un cadeau de Noël. Là, on est bien dans le week-end de l'adoption, justement, pour essayer leur permettre de retrouver une famille. Mais on est bien dans une démarche d'adoption et pas du tout de cadeau de Noël avec et d'engagement pour un bon moment. Sur toute la vie du toutou, comme ce petit Colt qui a besoin de retrouver une famille. Merci beaucoup à toutes les deux. Anne-Sophie, peut-être, n'hésitez pas à nous envoyer, on peut faire la passerelle, nous, 9h50hdf@francetv.fr. Si on peut vous faciliter la tâche et échanger les coordonnées, c'est avec plaisir qu'on le fera, Anso. Oui, c'est avec plaisir. Ceci dit, j'avais plein de photos d'animaux à l'adoption, mais on n'a pas eu le temps de les passer. Mais voilà. Alors, j'ai quand même reçu, et Nathalie, ça va vous plaire. J'ai reçu plusieurs messages. Le premier, Anaïs, 13 ans. Et elle dit, je voudrais vraiment pousser un coup de gueule. J'en ai marre de voir autour de moi au collège des enfants comme moi qui réclament à leurs parents un animal à adopter, notamment au moment de Noël, et qui, certains, adoptent un animal et au bout de 3 mois, le laissent tomber complètement et ne s'en occupent plus. Donc, ce sont les parents qui en héritent. Et elle dit, après ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup d'animaux dans les refuges. Pour info, elle dit, moi, j'ai 2 poissons à la maison, un chat, 2 chiens, et je m'en occupe tous les jours. Maman pourrait vous le dire. Bravo. Donc, voilà, ça aussi, quand on adopte, c'est aussi une histoire de famille. Quand les enfants veulent un animal, il faut aussi que les enfants participent au quotidien de l'animal. J'ai Victor qui pose une petite question à notre ami de la SPA qui est là. Il se demande si une adoption peut être refusée par la SPA et si oui, quels en sont les motifs, par exemple. Voilà, il voudrait savoir. C'est très bien.
Alors, oui, la SPA peut refuser une adoption. En fait, lors d'une adoption, on pose énormément de questions à la famille sur leurs conditions de vie, etc. Et comme Nathalie le disait, on connaît nos chiens, on a un profil de famille qu'on pense qui peut leur correspondre. Donc, on peut parfois refuser. Dernièrement, on a eu un chiot qu'on a énormément refusé parce que c'est un chiot, donc tout le monde le veut, mais pourtant, c'est pas si simple que ça. Il ne faut pas être vexé quand la SPA... Moi, j'ai des gens qui sont un peu vexés parce qu'ils ont l'impression qu'on les juge. Mais en fait, la SPA, elle a peu de temps pour voir si une famille va convenir ou pas. Donc, elles ont des questions types qui correspondent quand même à des critères qui sont identifiables et qui sont réels, on peut suivre. Donc, c'est vrai que des fois, ils vont vous dire non. Alors, sur le coup, on se dit, mais moi, je voulais faire une bonne action. Oui, mais eux, ils savent qu'après la bonne action, 6 mois, ça va aller, mais ce n'est pas le chien qui vous correspond. Donc, il faut accepter parfois d'être guidé par des gens qui connaissent, donc les gens de la SPA, votre veto. Il faut oser poser des questions. Il faut accepter parfois qu'on vous dise, je pense que ça ne va pas vous convenir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. D'accord. Anso. Merci beaucoup. Je vois un petit... Allez, un petit oiseau dans son arbre perché. Ça vous plaît? C'est bien, on est dans la rubrique des animaux. C'est Cécile de Compiègne, je précise, qui nous a envoyé ce petit rouge-gorge sur sa branche perchée. Voilà, c'est dans le parc du château de Compiègne. Allez, moi j'ai envie d'un café, Thibaut, pas vous? Allez, justement, en direction de l'extérieur. Elle me fait toutes mes relances. Et du coup, derrière, je ne sais plus comment faire, moi. Alors, voilà. Non, mais la machine à café ici à Lille était en panne ce matin, alors j'en ai pas eu. C'est terrible pour moi. Une émission sur le café, mais je ne résiste pas. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Bon courage, Colt, pour ta prochaine vie avec, j'espère, ton nouveau maître. Et merci d'avoir été avec nous ce matin, mon petit loulou. Direction de l'extérieur, on retrouve Manu en direct chez un torréfacteur, donc. Et on continue les étapes de fabrication. Ça y est, on est habillé parce que là, on rentre dans la conception directe du café. Voilà, c'est ça, c'est le vif du sujet, c'est la torréfaction. Alors derrière Jean-Marie, il y a des torréfacteurs plus modernes, plus grands. Là, c'est un torréfacteur qui date des années 50, à peu près 60. Et c'est pour les petites séries ou les échantillons. Je suis en compagnie de Daniel. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec cette pièce-là? Là, je vais contrôler la torréfaction du café. Donc, pour bien cuire un café, on est obligé de le contrôler à l'œil. Donc, je vais contrôler, vous voyez la couleur du café. Là, il est en train de changer de couleur. Et jusqu'à sa bonne couleur, la bonne torréfaction, là, je vais sortir le café. Vous le chauffez à combien de degrés? C'est environ 200, 220 degrés. Pendant combien de temps? 15 minutes environ. 15 minutes. Une bonne torréfaction lente, c'est environ 15 minutes. Est-ce que ça varie en fonction des espèces de café ou pas, la durée de la torréfaction? On va dire que c'est plus la dureté, mais en général, une torréfaction, c'est 15 minutes. C'est juste les 30 dernières secondes qui vont être primordiales dans la torréfaction. Ah oui, c'est comme on dit au basket, c'est le money time, c'est le temps important. Oui, exactement, parce que soit vous le sortez trop vite, il n'est pas assez cuit, soit vous le sortez trop tard et il est trop cuit. D'accord, ok, très bien. On est toujours en compagnie de Gérard, le directeur général de Café Méo. Alors, derrière Jean-Marie, il y a plein de petits seaux. Ils servent à quoi, Gérard? Alors voilà, ça, ce sont des prélèvements des cafés verts que nous avons achetés et ou parfois des échantillons que nous pouvons recevoir, mais la plupart du temps que nous avons achetés. Et ça va nous permettre justement de faire tous nos tests pour réaliser nos assemblages. Puisque, comme je vous l'avais dit, nous contrôlons la qualité à chaque fabrication. C'est-à-dire que dès que nous avons une fabrication à faire dans un produit, nous refaisons un test qualitatif avec des dégustations pour valider la constance du goût. Alors vous parliez de contrôle. Justement, il y a plusieurs contrôles à faire, notamment la quantité d'eau dans le café qui reste parce qu'on utilise l'eau pour refroidir le café. Mais il y a aussi des microtoxines, c'est ça, qui peuvent exister dans le café et c'est à contrôler. Comment vous faites ça? Alors nous avons bien sûr les contrôles classiques, le taux d'humidité, la granulométrie, etc., ce dont vous parlez juste avant. Oui. La quantité d'eau que nous mettons à la torréfaction ne servant qu'à arrêter la cuisson. Mais effectivement, il peut exister d'autres composés comme une mycotoxine qu'on appelle l'ochratoxine qui se trouve dans toutes les graines. Ça peut être dans le blé, dans le maïs. Et nous contrôlons évidemment la quantité éventuelle de cette mycotoxine. Donc nous contrôlons chaque lot de café vert au préalable de manière à être certain que nous sommes tout à fait dans la norme. Voilà, le café sort, il est tout chaud, il est cuit à point grâce à notre maître torréfacteur. Et donc là, il va pouvoir exhaler l'intégralité des 700 arômes qui composent la graine de café. Ça sert à quoi la roue qui tourne? C'est un refroidisseur, c'est ça? Voilà, là c'est uniquement le refroidissement. On va le brasser lentement pour ne pas briser la fève.
Il y a de l'air frais qui est insufflé par-dessous la grille et ça va permettre de refroidir tranquillement le café, sans violence, sans brutalité. Je vous propose, Daniel, Oui. Gérard, qu'on aille voir un grand torréfacteur maintenant. Oui, d'accord. Alors, on va passer par ici, voilà. Alors ça, c'est une machine plus récente, hein, Daniel? Oui, oui, exactement. Donc, la différence qu'avec le petit torréfacteur, c'est que sur les gros torréfacteurs, pour stopper la cuisson, Oui. on va injecter une quantité d'eau. Une petite quantité d'eau qui va stopper directement la cuisson. Et cette injection d'eau va nous permettre de stopper la cuisson et de contrôler après le taux d'humidité. Comment vous contrôlez? Vous me disiez c'est visuel, Oui. mais en fait vous avez des ordinateurs, enfin des machines qui servent à tester Oui, on va la cuisson du café. Faites-nous une démonstration. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, on a un appareil qu'on va venir araser la mouture du café. Oui. Et là, on va venir contrôler la couleur du café. La cuisson du café. On a des valeurs bien précises à respecter. On doit être compris entre 86 et 94. Avec une tolérance un peu écrite à côté, oui. Oui, voilà. Donc là, on a une torréfaction parfaite et on va essayer de garder cette torréfaction sur la qualité tout au long pour éviter de changer le goût du produit. Merci beaucoup, Daniel. Mais de rien. Gérard, il y a combien de torréfacteurs ici? Et ce sont des machines magnifiques, quoi. Elles datent de quand, ces machines? Ce sont des machines importantes. Il y en a 3. Elles ont des âges différents. Certaines sont anciennes. Elles ont près d'une quarantaine d'années, mais elles sont régulièrement entretenues. Et d'autres sont beaucoup plus récentes, les dernières ayant moins de 10 ans et ayant des capacités de torréfaction particulièrement importantes puisqu'elles permettent de torréfier dans une plage très large, ce qui nous permet de vérifier à chaque qualité de café, de trouver l'extrême justesse de la torréfaction. Très bien. On va aller parler dans quelques instants de votre production dans une troisième partie de reportage. Et on va aller, pour ce faire, on va aller à l'emballage. A tout de suite, Thibaut. A tout de suite, Manu en direct, bien évidemment. Manu qui est obligé de pousser la voix parce qu'il y a énormément de bruit autour de lui chez ce torréfacteur, donc en direct à Lille. On le retrouve dans un instant. On va parler d'emploi maintenant et de recrutement d'emploi avec une très belle entreprise qui est avec nous ce matin, SC2E, une entreprise basée à Douai, basée sur de l'économie verte. C'est une entreprise de diagnostic et de proposition de solutions en matière énergétique pour les particuliers. Je l'ai bien dit. Bonjour à tous les deux. J'accueille deux Pascal sur ce plateau. Pascal Bonjour. Olivier, à ma droite, ingénieur HQE, donc directeur général et formateur de SC2E. Et Pascal Bouillon, à ma gauche, responsable d'équipe à l'agence Pôle emploi de Neux-les-Mines. Pourquoi, Pascal Bouillon, vous êtes avec nous aussi? Parce que ça recrute énormément du côté de cette entreprise. Je vais d'abord vous laisser, Pascal, la présenter, cette entreprise. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait? On va tout simplement voir des clients, des futurs clients, des partenaires particuliers qui ont un risque de précarité énergétique. C'est-à-dire aujourd'hui, la précarité énergétique, ça représente énormément dans le budget d'un foyer. Ça peut déséquilibrer le budget de tous les foyers. On parle de précarité énergétique, les gens qui ont déjà 10% de leur facture pour se chauffer, s'éclairer, 10% de leurs revenus. Donc on va faire en sorte de les aider, de mieux comprendre leurs factures, d'éviter de consommer alors qu'il y a plein d'appareils, de surconsommer, de multiplication, etc. Maison mal isolée, fenêtre simple vitrage, mauvaise chaudière, mauvaise utilisation des appareils électriques, tout ce genre de choses-là. Hein. Et surtout des habitudes de consommation où les particuliers, les gens n'ont pas été formés à consommer leur électricité comme on a formé les gens à conduire leur voiture. Alors actuellement, vous êtes donc basé toujours à Douai, vous avez moins d'une dizaine de salariés, mais l'objectif, et ça paraît dingue, l'objectif, c'est d'ici plusieurs mois, voire années, c'est multiplié par 10 quasiment le nombre de, enfin par 20 même le nombre de salariés, c'est ça? Vous avez l'intention d'embaucher jusqu'à 200 personnes? D'accord. Pour garder nos agréments avec l'Agence européenne de l'énergie, avec lesquels nous sommes agrémentés, nous sommes les seuls dans les Hauts-de-France, on a une obligation de développement, justement, parce que l'Europe s'engage pour la France. Et on a une obligation de développement sur toute la région de France. Donc on a une
une vingtaine de sociétés qui sont des sociétés jumelles. Ouais. Donc ce n'est pas une société mère avec plusieurs succursales. Chaque société aura sa propre identité, justement pour éviter s'il y a une déficience d'une société qui a un effet domino. Et donc on a une obligation de développement sur toute la région, donc une vingtaine d'agences, d'une dizaine de personnes par agence. Et donc c'est colossal ce recrutement, c'est là que vous intervenez, Pascal? C'est là que j'interviens. On accompagne M. Olivier sur différents fronts. Ouais. C'est-à-dire qu'on lui a fait déjà rencontrer les conseillers des différentes agences pour les sensibiliser au recrutement et au profil. Parce que M. Olivier ne cherche pas forcément des gens du métier, il cherche des qualités professionnelles, une aisance relationnelle, une sorte d'empathie, de l'humain, de la motivation. Donc ça c'était le premier axe. Le deuxième axe, on a intégré son recrutement dans nos événementiels, hashtag vers un métier. Donc là on organise le 4 décembre après-midi un job dating. Une rencontre. Une rencontre. Le but c'est que l'entreprise vienne dans les locaux de Pôle emploi, que Pôle emploi soit un lieu de rencontre et pas un lieu de convocation. Donc ça c'est hyper important. Ouais, ça change la méthode et l'échange et le contact. Voilà. En plus on a un partenariat avec la Voix du Nord. Ouais. Donc on référence nos actions et en fait les demandeurs d'emploi grâce aux chasseurs d'emploi peuvent avoir la liste en fait des différentes rencontres et pouvoir venir même s'ils ne dépendent pas de Nolémine, quelqu'un de Brouet, quelqu'un de Carvin. Donc vous allez rencontrer les agences de Brouet, de Carvin, de Salenoble, bientôt Bapom. Bapom cette semaine. D'accord. C'est un grand rassemblement des forces vives en présence. Qu'est-ce qu'il faut comme profil? Vous avez parlé des qualités humaines, des qualités professionnelles. Il faut une qualification particulière? Non, absolument pas. Absolument pas. Nous avons 3 profils donc pour aller voir directement les particuliers, qui soient des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs. Donc nous avons 3 profils. Le premier profil, c'est un ambassadeur en économie d'énergie. On va tout simplement aller voir les gens chez eux. Quel est le meilleur contact que le contact humain? Se voir face à face et discuter. Donc chez eux, voir un peu leurs habitudes, tout simplement avec une dizaine de questions pour savoir un peu cerner la problématique. Et après, donc, il y aura un thermicien qui va être formé spécialement pour ce métier. Et après, donc, le thermicien va pouvoir faire son travail, donner une vraie expertise des consommations. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ce genre de poste-là? Oui, en plus, c'est quand même des opportunités nouvelles. C'est-à-dire qu'à un moment, pas besoin d'avoir un savoir ou un savoir-faire. Une mentalité, on l'a dit, des qualités professionnelles, ça ouvre d'autres opportunités. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Comment vous prévoyez la durée de ce recrutement en termes de ça peut aller très vite ou ça va prendre un petit peu de temps quand même? Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais on va multiplier en fait les job dating ou les rencontres dans les différentes agences. Ça sera pas un moment, ça sera pas du one shot. On va pas simplement. Vous n'allez pas recruter 200 personnes en une vague. Remplir une commande. On va essayer de remplir un projet. C'est du répétitif et il faut éviter justement d'aller trop vite justement pour éviter d'exploser. Et éviter de faire des ouvertures de sociétés qui soient des sauts de puce, qui seraient ingérables. Donc il faut y aller intelligemment. Ce qu'on vise aussi, c'est le maintien dans l'emploi. Faut éviter le turnover, faire les bons choix. Je pense que c'est un projet important sur toute la région. Durable. Durable, tout à fait, comme les énergies. C'est le mardi 4 décembre à l'agence Pôle emploi de Neu-les-Mines. C'est toute la journée? Ce sera l'après-midi. L'après-midi, d'accord. Tout le monde peut s'y présenter, il n'y a pas besoin de s'inscrire? Alors, on va forcément faire des invitations. Donc, il n'y a pas de convocation, c'est bien des invitations. D'accord. On mobilisera aussi notre compte Facebook. Et forcément, les personnes intéressées peuvent se présenter à l'agence de Neu-les-Mines à compter de 13h30 le 4 décembre. Très bien, merci beaucoup. De Pascal. Merci à vous. Au Pasco, d'avoir été avec nous ce matin. Anne-Sophie, peut-être quelques réactions, quelques témoignages? Non? Si? Oui? Non. Bah non. Ça va trop vite non, en fait. Je suis désolée. Le temps que ça réagisse. Ça va trop vite. Ouais. Voilà, moi en fait, il faut que j'aille en même temps regarder les mails, en même temps regarder les photos. Je peux pas tout faire, mon ami. Je vieillis de jour en jour. Ça devient dur. Des fois, on reçoit des candidatures spontanées comme ça quand on fait cette chronique-là. Ça arrive toujours dans la matinée. Donc on vous fera suivre si jamais. N'hésitez pas à faire le lien encore une fois avec nous à 9h50hdf@francetv.fr. On fait le lien sans aucun problème, avec plaisir. Je rappelle que il est arrivé que certains de nos téléspectateurs ont trouvé du boulot grâce à cette chronique du lundi matin. Ont postulé suite à l'émission et étaient tout contents de nous dire qu'ils étaient embauchés. Donc, je vous le souhaite bien évidemment. J'espère que vous recevrez des candidatures. Voilà, en l'occurrence. Bon, moi, j'avais un petit clin d'œil à vous adresser de la part de Martine Thibault. Regardez, parce qu'elle réagissait évidemment à la rubrique de Nathalie, notre vétérinaire. Elle dit, petit clin d'œil, c'est le transport des chiots d'une de ses amies qui viennent régulièrement chez elle
pour s'éclater dans le jardin. Donc voilà, donc Martine, qui aime bien rajouter des petites choses, a mis « Laissez-nous sortir ». Et puis des nouvelles de notre ami Fred qui vit dans le Luberon. Un magnifique arc-en-ciel, signe de joie, signe de bonheur. Et puis évidemment la lumière de son pays provisoire, parce que Fred se rapproche de plus en plus de nous et de la baie de Somme. Bref, on lui souhaite plein de bonheur et de trouver vite son nid douillet, pas très loin de chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Dans un instant, on parle des marchés de Noël de l'ensemble de la région avec Rémi Feuillette qui fait son retour. On va vous préparer une petite musique de Noël, on va se mettre dans l'ambiance. En attendant, on va aller renifler le café. On parle de l'emballage maintenant. On est en direct ce matin chez un torréfacteur à Lille avec Manu. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Allez Manu, c'est l'emballage maintenant. Après la torréfaction, après la préparation, tout ça, c'est l'étape finale, la dernière finalement avant la vente. Exactement Thibaut. Et avant, vous parliez de vente et justement on va poser la question à Gérard Méoxon. Vous avez combien de gammes de produits Gérard? C'est très nombreux. Rien qu'à la marque Méo, nous avons plus d'une 60aine de cafés différents. Mais nous fabriquons aussi au sein de notre groupe pour des distributeurs. Et donc nous avons une multitude de marques distributeurs. Ça fait évidemment plusieurs centaines de produits. Alors, c'est du café moulu, en grains, il y a d'autres types de... Alors c'est du café moulu, c'est du café en grains, c'est du café en dosette, c'est du café en capsule. C'est vraiment l'emballage du café sous toutes ses formes. Vous voyez que nous avons aussi une activité de conditionnement très importante maintenant avec le développement de ces nouveaux modes de conditionnement du café. Alors c'est une demande du consommateur qui est importante, ça, le café en dosette ou le café en capsule? Oui, alors c'est véritablement les produits aujourd'hui qui se développent considérablement. Les capsules, les dosettes. Nous fabriquons sur notre autre site de production des capsules en très grande quantité ainsi que des dosettes. Et ici, sur les deux sites, du café moulu, du café en grains. Alors l'autre site de production dont vous parlez, c'est Fichot. C'est Café Méo Fichot à la Madeleine. Il y a une fusion entre les deux sociétés. C'était quand? Voilà, c'était en 2012. Nous avons rapproché nos deux entreprises familiales qui avions les mêmes valeurs, le même mode de fonctionnement. Ce qui fait de nous aujourd'hui, osons le dire, le premier torréfacteur français à capitaux français. Et donc nous réalisons environ 35 000 tonnes de café avec 240 personnes. Combien de personnes, pardon, combien de salariés? 240 personnes. Très bien. Voilà. On va continuer la visite, on va avancer. Alors, les dosettes, vous le disiez, elles sont fabriquées à la Madeleine, c'est ça? Voilà, les dosettes ainsi que les capsules que vous pouvez utiliser dans les machines compatibles. Et nous traitons plusieurs centaines de millions de capsules par an, puisque nous fabriquons également pour de nombreuses sociétés de distribution. Nous avons environ une 60% du marché en marque distributeur. D'accord. Ce que vient de filmer Jean-Marie, pas à l'instant, mais juste avant, c'était des petits bouchons, des petits capuchons. Alors, ça sert à quoi? Ça, ce sont les petites valves de fraîcheur. Comme nous sommes très soucieux de la qualité, nous mettons ces valves de manière à ce que le café puisse dégazer. Ça nous permet de l'emballer immédiatement après sa mouture. Une fois que le café a été torréfié, il relâche du gaz carbonique, phénomène tout à fait naturel. Et pour éviter que le paquet ne gonfle, cette valve unidirectionnelle de fraîcheur permet au gaz naturel du café de s'échapper. Donc ça permet au gaz de s'évacuer, mais il n'y a pas d'air qui rentre. Et l'air ne rentre pas. Et ça permet d'avoir une protection vraiment idéale du café. D'accord, ça se met sous vide automatiquement. Hein. Tout à fait. Petite parenthèse, je voulais savoir pourquoi il y a tant d'étages sur cette machine. Ah oui, alors ça, ce sont des accumulateurs. Ça permet de pallier aux arrêts de la machine. Parfois, il y a un paquet qui se bloque, il y a un petit incident. Eh bien, les produits vont pouvoir continuer à circuler sur ces accumulateurs pour être ensuite conditionnés dans des cartons ou dans des fardeaux sans que cette partie de la chaîne ne s'arrête. Alors, on a parlé de vos clients. Peut-être pas, mais économiquement, votre chiffre d'affaires, si vous le dites, je sais pas. Notre chiffre d'affaires, nous allons tourner entre 140 et 150 millions d'euros. D'accord, voilà. C'est en progression? C'est en progression. La marque Méo se porte très bien. Elle progresse de 15% par an tous les ans depuis plusieurs années. Nous avons des positions de leader sur certains produits en biologique particulièrement. Également sur les cafés équitables où nous sommes très présents. La marque a toujours été une marque premium, haut de gamme, de qualité, et c'est ce que nous défendons depuis plus de 90 ans. Très bien, merci 90 ans. Merci beaucoup Gérard. On se retrouve dans quelques instants. Thibaut, on va se dire au revoir ici pour le mot de la fin. À tout de suite.
A tout de suite Manu en direct, bien sûr, il nous reste 11 minutes d'émission. Le temps pour nous de parler, ça y est, parce qu'on y rentre inexorablement dans cette période de Noël. On a notre Père Noël à nous, Rémi, qui est de retour sur ce plateau. Bonjour Rémi. Bonjour Thibaut. On vous a épargné la barbe ce matin, il y en a une naturelle, c'est pas la peine d'en rajouter une autre par-dessus. Rémi a eu donc des enfants, donc Rémi, ça y est, il est encore plus tombé dans la magie de Noël, forcément. Et vous vous êtes dit, on ne peut pas passer à côté de ces marchés de Noël. C'est vrai que les Hauts-de-France est une région finalement qui est quasiment leader, on va dire, presque après l'Alsace quand même, parce que c'est quand même eux qui ont le plus grand nombre de marchés. Mais on est quand même bien important dans ce tissu économique de Noël. Oui, c'est ça, on pourrait dire on est très bien servi. On a beaucoup de marchés de Noël qui sont un peu tous différents et qui ont tous leurs petites caractéristiques. C'est vraiment le moment, là, on va y arriver. Il y en a qui ont ouvert ce week-end, mais on va arriver à cette période où on peut sortir en famille, aller se prendre un petit vin chaud pendant que les enfants prennent une petite gaufre. Exactement. On va mettre la musique de Noël sur ce plateau. Si on en a, il ne manquerait plus que la neige puisse tomber, ce serait absolument génial en direct, mais là, malheureusement. L'année prochaine. Bon. C'est une musique de Noël. On n'est pas encore en décembre. Elle est élitiste, celle-là. Alors, il y a pas mal de marchés. Par quoi on commence ? On peut commencer par les plus grands. Ouais. Les plus grands, c'est ceux dans les grandes villes des Hauts-de-France. Donc, on va avoir Amiens. On va voir quelques images en même temps. Voilà, dont on dit qu'il est le plus grand en nombre de chalets, notamment. Alors là, on est à Saint-Martin-le-Neu. Ah, Saint-Martin-le-Neu. Précisément, c'est à côté de Beauvais. Voilà, dans l'Orne. Saint-Martin-le-Neu avec une grande tartiflette géante, tartiflette de la montagne. Et ensuite, on a le vin chaud incontournable, bien évidemment. Mais il y a surtout une ambiance. Là, on est à Saint-Quentin, au village de Noël de Saint-Quentin. Il est particulier, lui. Ah oui, il est particulier aussi. Vraiment, le site est super sympa. Ah, ça va trop vite. Ça va trop vite. Là, on est déjà à Amiens. Voilà, donc Amiens, c'est un des plus grands. C'est l'occasion d'aller voir le spectacle Chroma. Il y a des activités pour les enfants. Les marrons chauds, évidemment. Après, il peut y avoir Arras. Hop, doucement, on est à Amiens encore. Prenons le temps. On reste d'abord en Picardie. Ce marché d'Amiens, c'est un des plus grands en nombre de chalets, en nombre de commerçants. Il a ouvert ce vendredi. Il y a pas mal d'animations avec la rencontre du Père Noël. On peut quasiment tout trouver là-bas. Oui, là vraiment, il y a une très très grande diversité. Il faut y aller. Alors, moi je dirais, si vous avez des enfants et que vous y allez le week-end, évitez la poussette. Parce que pour l'avoir vécu l'année dernière, c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, vaut mieux prévoir de porter les enfants, c'est quand même plus sympa pour eux. Exactement. Allez, direction le Nord-Pas-de-Calais maintenant. On en a plein à vous montrer. Dans le désordre, en gros, regardez Arras pour commencer, Lille, Béthune, Dunkerque et Boulogne. Là, il y a aussi une très très belle magie. Le marché d'Arras, il est quand même vraiment particulier. Il a vraiment quelque chose. Il y a un cachet avec ces façades flamandes sur la Grand Place, cette grande roue. Vraiment, il y a une ambiance très très spéciale. On est dans une ambiance flamande. Et le fait que ça soit sur une place, tous les chalets soient regroupés là. Moi je pense que c'est vraiment un incontournable, enfin, c'est de mon point de vue évidemment, c'est vraiment celui à aller voir. Après, celui de Lille est très beau. Celui de Lille est très sympa, on n'est pas très loin de la vieille ville, donc ça peut être l'occasion. Pour si vous n'allez jamais sur l'île, vous allez faire un petit tour après en vieille ville. Il y a la grande roue qui fait 50 mètres de haut, de souvenir, donc c'est pour avoir une vue différente sur l'île. La vraie patinoire avec de la vraie glace. Malgré le réchauffement. Là, on est à Dunkerque. Dunkerque, il y a pas mal d'animations. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'animations aussi pour les enfants. Tout ça, on sent quand même de manière globale que les organisateurs de ces marchés de Noël font en sorte que ce soit plus qu'un marché où on achète des choses. C'est plus un endroit où vraiment on se plonge, un peu comme un parc d'attractions finalement. Oui, ça s'appellerait plus un village de Noël maintenant. C'est-à-dire que oui, certes, on peut y faire nos petits achats pour Noël, mais on y va aussi pour vivre un bon moment. Parce que, sauf si vous prenez un risque, mais si vous achetez une tartiflette et que vous la gardez jusqu'à Noël, ça va être un peu juste. Mais voilà, il y a les tartiflettes, il y a plein de choses qu'on peut manger sur place. Donc, faut le prendre vraiment comme un moyen de prendre du temps en famille aussi, plus que forcément d'aller acheter des choses. Il y a évidemment des choses à trouver. Préférence pour la journée ou préférence pour la nuit, avec les lumières, les couleurs, les petites qui clignotent? Moi, je dirais que c'est sympa d'y aller en soirée, évidemment. Là, en plus, on peut y aller à partir de 5h, 5h30, ça commence à être sympa. Et souvent, en semaine, certes, il y a des endroits où ça ferme plus tôt, mais quand on arrive vers vendredi et le week-end, il y a des nocturnes, je pense à Amiens, par exemple, où c'est 21h30. Voilà.
Avec beaucoup de monde, beaucoup d'organisations donc à prévoir. Attention aussi voilà, au week-end d'affluence. En semaine, y aller le soir, c'est peut-être aussi pas mal en rentrant du travail. Ça oui, c'est sympa. Voilà, c'est ça. C'est une ambiance différente. Et puis, alors, voilà, on a parlé surtout des gros, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits. On commençait avec Saint-Martin-le-Neu. Oui. Il y a des trucs sympas. Il y a Saint-Martin, c'est le plus. C'est l'un des plus vieux. C'est le plus vieux, à côté de Beauvais, un des plus vieux de la région. On a un petit manège qu'on actionne en faisant du vélo. Il y en a en tirage aussi qui sont très beaux. Enfin, vraiment, il faut regarder un petit peu. Mais à côté de chez soi, on trouve toujours des beaux trucs. Et il y en a qui sont évidemment ouverts tout le long du mois de décembre. Mais par exemple, Saint-Martin-le-Neu, c'est le 8 et le 9 décembre. Il y a aussi par exemple celui de Roubaix qui est 100% durable, zéro déchet. On est donc sur un truc très tendance. Et il y avait celui de Béthune, ça me rappelle qu'on a reçu. Vous y étiez il n'y a pas longtemps. Voilà, on a reçu l'organisateur qui nous a annoncé que le Père Noël allait arriver le 4 décembre, si ma mémoire est bonne, le 4 décembre de manière totalement inattendue, c'est du jamais vu. C'est vrai. Et il n'a pas voulu nous. On ne sait pas en fait, on ne sait pas parce que. La voiture de Retour vers le futur. Je pense que ça va être, à mon avis, ça va être assez dingue. Je crois que c'est le 4 décembre en tout cas. Et le 6 décembre, il est à Arras, il descend le Beffroi. Il fait le tour de la région, il est organisé. Tout ça, blog.mieuxvivre-haut-de-france.com. Vous avez l'ensemble de ces marchés de Noël dont vous venez de parler, parce que ça mobilise du monde, des lutins pour travailler autour de ça. C'est vrai. Et oui, donc sur le blog, on peut trouver 20 marchés de Noël. C'est évidemment pas exhaustif, mais voilà, c'est une petite sélection qu'on a fait entre des qu'on trouve originaux, les plus grands, les plus intimistes. Voilà. On devrait voir le guide du marché de Noël apparaître à l'écran. En régie, le marché, voilà, regardez, elle est là, la page. Les 20 marchés de Noël, tous décryptés avec des petites anecdotes, des très belles photos et surtout, toujours en bas, les conseils pratiques pour connaître les heures, comment y accéder, les renseignements et tout. Merci beaucoup Rémi, bravo pour ce retour sur notre plateau pour nous parler de cette magie de Noël. Anne-Sophie, Noël égale photo, égale cadeau, égale ambiance. Non, mais je suis en train de chercher, Thibaut, figurez-vous, je suis en train de chercher sur notre page de notre site internet France 3 Hauts-de-France, parce que je sais que nos petits webmasters avaient mis la carte interactive des marchés de Noël en ligne. Et alors évidemment, c'est le moment où je la cherche que je ne la trouve pas. Enfin voilà, donc bon, c'est comme ça. Non, marché de Noël, moi j'ai des coups de cœur aussi. J'ai le droit de le dire, Allez, Thibaut? ah bah oui, vous voulez bien? Parce que, alors, c'est pas le côté marché, c'est plus pour les illuminations. Je dirais que moi, mon coup de cœur dans la région, c'est vraiment celui du Touquet, qui est pour moi un des plus beaux au niveau des illuminations, qui est vraiment grandiose. À Saint-Quentin, j'aime bien parce que la patinoire est gratuite. C'est ce que j'allais dire. Moi, le mien, mon coup de cœur, c'est Saint-Quentin parce que c'est un véritable village de Noël. Il y a une vraie ambiance, on déambule, il y a une petite promenade, il y a des sapins partout, ça sent bon, les gens sont charmants. Il y a vraiment une véritable ambiance sur la place, avec des animations pour les enfants. Et pour moi, c'est lui. Et vous, c'est quoi, du coup? Moi, j'avoue que Arras, j'aime beaucoup. Mais là, je repense, en parlant d'élimination aussi, Calais. Il y a une exposition China Lights qui est jusqu'en janvier. Ouais, je le fais avec l'accent. Et je pense que c'est à aller voir aussi. Et puis n'oubliez pas à Brenouille cette magnifique exposition de crèches. Je pense qu'on a été complet. Les crèches sur Noël. J'ai deux petites photos. J'ai deux petites choses. Pour terminer, regardez, ambiance de Noël, une petite photo que nous a envoyée Sophie, une façade, ça doit être une mairie, avec les sapins de Noël. Bah oui, c'est une mairie, il y a des drapeaux dessus, je n'avais pas fait attention. Et puis évidemment, Jessica qui nous a envoyé l'affiche du féerique village de Noël du 1er au 31 décembre. Voilà, donc c'est pas mal, hein. On a plein de petites choses et je suis sûre qu'on en aura plein d'autres. Parce que comme vous le disiez il y a quelques instants avec Rémi Thibault, il y a des petits marchés de Noël qui durent un jour, deux jours. Voilà, et là aussi, il ne faut pas les louper, ceux-là. C'est l'esprit de Noël dans les Hauts-de-France. C'est ça qui est bien. Bon, on passe au thème de demain? Allez, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Demain, nous serons mardi. Et le mardi, nous parlons santé. Nous découvrirons la chirurgie du surpoids avec notre Toubib et son invité. Les plantes bio, c'est la ruralité heureuse que nous propose Odile. Et puis, nous allons découvrir le métier de luthier à Lille. Donc voilà, encore un super programme demain dans 9h50 le matin. Effectivement, et n'hésitez pas Je vais me lever demain matin pour venir. à passer via Anne-Sophie, 9H50.
vente hdf@francetv.fr. Vos photos, vos témoignages, vos conseils, vos idées, vos critiques, tout ce que vous voulez, c'est ouvert, c'est open et on passe tout ce qui est intéressant pour l'émission et pour nous tous. C'est une belle émission participative. Merci beaucoup Rémi. On va aller dire au revoir à notre Manu qui s'est pris un petit café ce matin au cœur de chez ce torréfacteur à Lille en direct. Merci Rémi. Merci Rémi. Merci Manu. Merci à vous Thibaut. Et ben oui, il est excellent le café. Alors, je voulais qu'on termine qu'on remercie d'abord Gérard. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu. Merci à vous. Je voulais qu'on vous dise un mot des perspectives à venir. Vous avez 90 ans, votre entreprise a 90 ans. Alors, il y a des projets qui vont déboucher dès l'année prochaine. C'est quoi ? Alors 90 ans, donc nous marchons vers l'avenir parce que notre intention c'est bien de continuer à progresser, à perdurer. Dès l'année prochaine, nous allons commercialiser une capsule hermétique, étanche et compatible bien évidemment et surtout compostable de manière certifiée. Donc ça sera un réel progrès pour les capsules. Très bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Demain, nous serons chez Art Piano Maladry, un facteur accordeur de piano lillois. À demain Thibaut, très bonne journée à tous. À demain, merci beaucoup Manu, à retrouver sur internet bien évidemment et dans les journaux. La météo, avant de se dire au revoir, c'est pas génial ce que je vais vous montrer maintenant, regardez, c'est de la pluie sur l'ensemble des Hauts-de-France, de la pluie partout, du nord au sud de la région, tout ça avec un petit vent du nord. Les températures maximales, regardez, elles iront jusqu'à 8 degrés, grand max à Boulogne. Pour le reste, c'est 6 degrés et 5 à Arras notamment. Météo absolument d'hiver, de début d'hiver, on va dire. Voilà. Dans un instant, c'est Virginie Demange qui est en direct avec Elsa Esnou pour Vous êtes formidable. C'est une actrice et une chanteuse à découvrir dans un instant. Émission en direct, donc participative. N'hésitez pas à y intervenir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, bien évidemment, ici en direct pour 9h50. On attend que vous. Bonne journée et à demain. Merci.